Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de nos entretiens avec Bruno Mont-Saint-Jean à l'occasion de la parution de ce livre magnifique des entretiens avec Guillaume Mont-Saint-Jean, Filmer la musique, paru sous l'égide de la Cité de la musique, de la Philharmonie de Paris, un livre d'entretien donc sur la réalisation des films. On a terminé le précédent entretien autour de la figure de Yehudi Menuhin, qui est une grande figure tutélaire pour vous, Bruno Mont-Saint-Jean. Il y a ces films que vous avez réalisés avec Menuhin, mais il a une importance primordiale dans votre rapport à la musique, au cinéma, à la manière de la filmer. Je me demande si, finalement, quand je regarde en arrière, si ça n'est pas la figure la plus importante. Dans le... Je ne sais pas comment dire. Il y avait bien entendu, il y avait Gould, bien entendu, il y avait Richter. Gould m'a ébloui. Je crois que Yehudi Menuhin m'a illuminé. Il y avait une totalité de l'homme et du musicien, impossible de les séparer. Et quelque chose qui, à mon avis, n'est pas... Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, et que ce n'était pas explicable de manière naturelle. Et on avait forcément besoin d'un recours au surnaturel pour essayer de décrire le phénomène Menuhin. Bien entendu, à cause de son enfance prodige, et on connaît les disques de l'époque. Je suis notamment avec Enesco, toute cette période extraordinaire. Tous les disques avec sa sœur Epsiba. On va en parler de sa sœur Epsiba, parce que c'est un beau sujet. Enfin, bon. Mais ce sont des miracles, je pense. Écoutez, la sonate en la majeure de Mozart, le mouvement lent, c'est... Et le violon rentre sur un ré. On ne l'entend pas rentrer, ce ré du violon. On n'entend pas. Ça naît du néant. Et ça, sur une seule note. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce gosse? C'est une vérité transcendante, je trouve. On peut discuter après des interprètes, on peut discuter tout ce qu'on veut. Lui, il a, en tout cas, à l'époque où il avait une totale maîtrise du violon, à un point qui n'a jamais existé chez un autre violoniste, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'il en était de Paganini, mais le répertoire de Paganini ne m'aurait pas tellement intéressé. Mais Yehudi, il y a quelque chose de divine, une étincelle divine qui se crée, aussi bien quand on l'entendait que quand on jouait avec lui, ou qu'on avait simplement une fréquentation humaine. Vous savez, moi, il me suffit de passer une demi-heure avec Menuhin pour être réconcilié avec l'humanité pendant les 3 mois à venir. C'était aussi simple que ça. Et j'en ai plein de témoignages de cette générosité qui n'est pas une générosité superficielle, qui est vraiment profonde, qui va au plus près de son interlocuteur, et le sentiment qu'il vous donnait d'être, en tout cas en sa présence, exclusivement consacré à vous. C'est incroyable. Alors, et je pense que ça a dû d'ailleurs poser beaucoup de problèmes dans sa famille, parce que comment est-ce qu'on peut réconcilier un personnage public et le fait d'avoir un nain biologique qui normalement doit donner une priorité. Et il était très attaché à sa famille, mais ça devait être très compliqué aussi pour lui de gérer cette chose-là. Je pense en réalité qu'il s'est senti coupable toute sa vie. Il s'est senti coupable d'avoir entraîné sa sœur dans son sillage. Il s'est senti coupable vis-à-vis des quelques femmes qu'il a eues, c'est-à-dire sa mère, sa première, sa deuxième femme, coupable de sa carrière, parce que c'est une carrière qui n'a pas d'équivalent, qui a duré 70 ans, plus de 70 ans, et qui a entraîné cette célébrité mondiale et universelle. Je peux vous assurer que vous êtes trop jeune pour ça, mais... Quand je me baladais avec Yehudi dans Paris, on a fait de temps en temps une balade ou une autre. Et
les gens, c'est Menuhin, c'est Menuhin. Tout le monde le connaissait. Bon, ça se transparaît d'ailleurs dans les films que vous lui avez consacrés. Il y a des images notamment bouleversantes. On le voit jouer aussi quand on le voit jouer dans un hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et là, ça nous amène à une autre question parce que vous n'aviez pas la bande sonore, je crois. Alors, vous avez mis des images d'un soldat très bouleversé, dont vous n'aviez. En fait, on entend un son. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai interrogé l'armée américaine pendant à peu près 3 ans, étant donné l'activité qu'il a eue pendant la guerre, qui a été considérable. Et à chaque fois, c'était non, il n'y a rien. Je dis, ça n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un reportage, quelque chose sur son activité. Et finalement, alors que j'étais déjà en montage de ce film, le montage a duré beaucoup de mois, mais j'ai reçu ce document magnifique en pellicule, pas de la vidéo, donc à très belle texture. J'ai reçu cette chose, on le voit dans un hôpital, jouer pour des soldats, pour des blessés, et pas de son, rien du tout. Alors, comme vous imaginez bien, j'ai rapidement reconnu ce qu'il jouait au geste qu'il faisait. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'était Song My Mother Taught Me, la chanson que ma mère m'a apprise, qui est tirée des mélodies de Tziganes de Dvorak. Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde, à part vous, qui aurait reconnu ça, Bruno Mont-Saint-Jean. Il faut connaître le répertoire du violon. Voilà, mais qui soit un excellent violoniste, qui en plus connaissent le répertoire. Non, et c'est dans la transcription de Persinger. Oui, donc ça fait quand même beaucoup. Qui a été un de ses maîtres. Qui avait été son maître. Oui. Et donc j'ai vu ça au geste qu'il faisait, et avec la beauté de sa tenue du violon. Bon, c'était à l'époque où il était suprême. Et alors, que faire ? J'ai retrouvé le disque qu'il avait enregistré 10 ans. Oui, au moins, il avait enregistré en 1932 ce disque de Dvorak. Et puis, le tempo n'était pas du tout le même. Alors, que faire ? Donc, je me suis arrangé pour faire en sorte d'assurer la synchro. Et la synchro flottait. Oui. Donc, ça ne consistait pas simplement à essayer de ralentir ou de réaccélérer électroniquement l'image ou le son. Le son, de toute façon, je ne voulais pas y toucher, bien sûr. Donc, l'image. Alors, j'ai réussi d'une certaine manière à ralentir un petit peu l'image, mais il se trouve qu'au bout de quelques temps, c'était trop désynchrone. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? J'ai profité du fait que j'avais des plans sur tel ou tel soldat, et que j'ai mis à ce moment-là, on voit le soldat. C'est une image animée aussi, ce n'est pas une photographie. Oui, voilà. Sûr. Donc du coup, et puis le temps de regagner la synchro, et de repartir sur la synchro suivante. Et je dois vous dire d'ailleurs que j'ai du coup, mais ça je pense que personne ne s'en est aperçu, parce qu'il y a un moment où Yehudi fait un legato, c'est-à-dire qu'il lit 2 sons, c'est sur l'accord de sol dièse mineur, et du coup les notes suivantes, si un violoniste qui pourrait reconnaître évidemment qui change d'archet, alors qu'il ne pouvait pas changer d'archet à cet endroit-là. Bon, mais c'est tout à fait plausible. Voilà, c'est des petites. Ce qui est très curieux, c'est qu'on arrive par ces moyens, en fait, à donner plus d'expressivité encore. En fait, vous arrivez à une vérité qui n'est pas exactement l'authenticité. Oui. Et ça, c'est un débat passionnant dans ce livre. Une vérité plus profonde. Oui. Mais d'autres s'en seraient peut-être privés de cette vérité et se seraient contentés des images sans le son ou de son sans image. Oui, on aurait pu aussi, mais alors, apparemment, j'avais quand même le son de ce merveilleux gosse qui jouait cette chose-là. Puis là, maintenant, il avait 24 ans. Alors, il s'est tourné en 43. Il avait 27 ans. Non, pardon, 43, il avait 16. 43, ça fait combien ? Il avait 27 ans. 27 ans. Et donc, et d'ailleurs, vous savez ce que ça, je me suis bien amusé parce que vous savez, il y a des connaisseurs du vin qui sont capables de vous dire la provenance du vin, l'année, etc. Le cépage, etc. Et moi, je reconnais, c'est les enregistrements de Menuhin, je reconnais l'année. Ah oui. Vraiment, disons, à peu de choses près. Et lorsque j'ai reçu le premier document en provenance d'Amérique, d'un copain violoniste qui m'avait envoyé ça, j'ai été frustré parce que quand j'ai reçu cette cassette et j'ai entendu l'Ave Maria de Schubert, mais un tiers de ton, 3 tons au-dessus.
parce que c'était en NTSC. Moi, j'avais un appareil de lecture qui était uniquement sécam ou PAL ou je sais pas quoi. J'ai cru devenir fou parce que j'entendais cette chose-là et je voyais pas d'image. Et à mes frais, j'ai réussi à faire un transcodé. À l'époque, c'était assez onéreux, transcodé. Et j'ai enfin eu cette chose-là. Je dînais avec Yehudi le lendemain à Paris, chez Francis. La brasserie près du théâtre des Champs-Élysées. À côté du théâtre des Champs-Élysées. Sans faire de publicité. Et je suis arrivé à ce dîner et je lui ai dit, Yehudi, tu m'as menti. Parce que je l'avais beaucoup interrogé sur ce qui pourrait exister comme film de lui. Il m'a dit, écoute, je ne crois pas, il n'y a rien qui a été fait avant l'après-guerre. Et lorsque j'ai eu ce document provenant d'Amérique, j'ai tout de suite identifié, étant donné sa sonorité de l'époque, c'est 43. Ça ne pouvait pas être une autre année, c'était 43. Et quand j'ai dit ça à Yehudi, il m'a dit comment j'étais menti, mais comment. Alors je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit, ça vient d'un film qui s'appelle Stage Door Canteen. Oui. Et à ce moment-là, tout de suite, l'Ave Maria de Schubert et le vol du Bourdon. Donc il s'en souvenait, mais il avait perdu la notion des dates à l'époque. Voilà. Et donc ça a été une recherche considérable. Et donc quand j'ai retrouvé ce document de l'armée américaine, je ne pouvais pas ne pas l'utiliser. Et puis ben voilà, j'ai fait avec ce que je connaissais, effectivement. Alors, ce qui est très émouvant aussi dans ce film, Le violon du siècle, c'est quand il parle de sa sœur Hepzibah, qui était une merveilleuse pianiste, mais la carrière a quand même été en zigzag et puis quand même très effacée par celle de son frère. Très humble par rapport à celle de alors que c'était une merveilleuse pianiste qui aurait pu faire une carrière. C'est une fantastique pianiste, fantastique. Le don de cette femme, d'abord, il faut vous dire aussi que elle-même, en tant que... C'était un délice. Un délice. Mais un délice, c'était un délice de tous les instants. Il se trouve que j'ai voyagé plusieurs fois avec eux, ensemble, et j'ai passé une nuit, quasiment une nuit avec elle, après un récital qu'ils avaient donné à New York. Et Yehudi m'avait gentiment invité au Sheraton Netherlands, qui est le magnifique hôtel où il descendait. Il m'avait réservé une piole. C'est vraiment tellement gentil aussi. Et Hepzibah, c'était un an avant sa mort. Et j'ai passé pratiquement toute la nuit avec elle. On a discuté. Et c'était... Alors qu'elle était horriblement malade. Elle était... Je ne peux pas vous dire la beauté transcendante de ce qu'elle disait, totalement inattendue. On parlait anglais ensemble, je ne sais pas pourquoi, parce que je sais pourquoi je parlais anglais avec Yehudi. Toujours. Plutôt que russe ou... Comment ? Plutôt que russe ou... Ah non, il ne parlait pas russe. Elle parlait russe. Oui. Lui, bredouillait quelques mots, oui. Mais non, plutôt que le français. Plutôt que le français, oui. Il parlait un français absolument impeccable. Et avec Hepzibah aussi, alors qu'elle ne parlait pas un français impeccable, elle parlait un français de toute beauté. Vous savez, j'ai des lettres d'elle quand elle avait 13 ans, qu'elle écrivait à son professeur, Marcel Ciampi, du bateau qui les emmenait en Australie, et lui envoyait des lettres. Mon cher maître, dans un français, il n'y avait pas un accent circonflexe, c'était un accent circonflexe, il n'y avait pas l'ombre d'une erreur. Et Yehudi se moquait d'elle en disant c'est Madame Larousse, oui. Madame la blonde Larousse. Et parce qu'il l'a consulté pour des problèmes de grammaire en français, justement. Et Hepzibah, et ce don pour piano, je me demande s'il n'était pas encore plus miraculeux que celui d'Yehudi, parce que elle passait très peu de temps au piano, hein, c'est clair. Bon. Vous savez que tout leur répertoire de sonates, qui était gigantesque d'avant-guerre, elle le jouait de mémoire aussi. Ils jouaient tous les deux de mémoire. Oui, des films où on la voit d'ailleurs dans ce film. Il y a des films où on la voit, oui. Le Gibson de Beethoven, entre autres. Et alors, la pianiste c'était une pianiste virtuose de tout premier plan. Ce que je regrette affreusement, c'est que vous savez qu'on a sorti un coffret passionnant. Un coffret pour son centenaire. Et il y a là-dedans des choses qu'on trouvait par ailleurs. Mais j'ai trouvé et de la vidéo et des enregistrements live d'elle. La vidéo, j'ai trouvé une vidéo en français, une vidéo en allemand, une vidéo en anglais. Donc on voit une partie de son polyglottisme aussi. Et elle a vécu 18 ans en Australie. Lorsqu'elle a épousé un Australien qui l'a emmené là-bas. Et elle a écrit une lettre d'éruption merveilleuse à UNESCO au moment où elle a
elle a annulé un concert qu'elle devait donner sous la direction d'Unesco à New York. Elle dit « Je sacrifie ce concert auquel je tenais comme un cadeau à l'homme que j'aime ». Ah oui, c'est beau. Les lettres d'Epsima, ça vaut vraiment le coup, ça vaudrait le coup de les publier, c'est quelque chose d'absolument bouleversant. Elle était bouleversante. Dans la sonorité de sa voix aussi, je trouve. Vous avez vu un entretien ridicule avec Clarendon Gavotti. Oui, j'ai monté de sorte qu'on le voit le moins possible, mais je trouve que la beauté de sa voix, l'émotion qui sort de ça, chez les Benouilles, il y avait ça aussi. Le son du violon, le son. Et alors, en Australie, elle a donné la première australienne du deuxième concerto de Bartók. Oui. On ignore tout ça. Hein. Elle a donné. Et j'ai trouvé, figurez-vous, dans mes recherches, elle a joué 3 fois au Proms à Londres. Il y a un enregistrement. Elle a joué en 51 le premier concerto de Bartók, en 58 l'Empereur de Beethoven, et en 59 le premier concerto de Mendelssohn. Où est-ce que c'est ? Non mais où est-ce que c'est ? Vous savez que les Proms étaient toujours diffusés par la BBC. Oui. Ils ont tout effacé. Et les réponses, c'est non. C'est non, tout simplement non. Alors, à ce sujet, il y a eu d'ailleurs un épisode absolument incroyable. J'ai cherché pendant des années le concerto de Britten, que Yehudi a joué une seule fois dans sa vie, sous la direction de István Kertész, au Festival d'Édimbourg, en 1968, en août 68. J'ai cherché, j'ai demandé à la BBC. Et je sais que ça avait été diffusé. Rien à foutre. On l'a pas, ça n'existe pas. C'est le fruit de votre imagination démentielle, c'est tout ce qu'on veut. J'ai dit, écoutez, pardonnez-moi, je sais que ça existe. Bon. J'en ai fait mon deuil jusqu'au jour où, il y a quelques années, j'ai été invité par la British Library à venir faire une conférence sur ce que je faisais. Et je suis tombé sur le préposé aux histoires musicales, qui a voulu me montrer tout ce qu'ils avaient, etc. Je lui ai dit, écoutez, arrêtez un instant, vous avez des tas de choses, mais est-ce que vous auriez par hasard le concerto de Britten joué, j'avais la date exactement, le 18 août 1968. Il a cherché, il l'avait. C'est incroyable, il l'avait gardé. Et il a refusé de m'en faire une copie, parce qu'il n'a pas le droit. Oui. Il faut l'autorisation de la famille. Alors je lui ai dit, écoutez, bon, la famille, je les connais, il n'y a pas de problème. Et le soir même, à ma conférence, est venu Aaron Menuhin, le petit-fils de Yehudi, qui a signé le truc séance tenante. 3 semaines plus tard, j'ai eu une copie CD de ce concerto que la BBC n'avait plus. Bien. Et lorsque j'ai voulu publier ça dans le grand coffret Menuhin, à l'occasion de la centenaire de sa naissance en 2016, Erato a contacté la BBC, qui a demandé une somme considérable. Alors, Olivier Lebon, qui était le producteur de ce film, de ce coffret, leur a répondu, écoutez, avant de voir, il faudrait que vous nous envoyiez une copie pour qu'on s'assure que c'est bien. Oui. Et alors, ils ont dit, on n'a pas. Alors quoi, vous demandez une somme considérable pour voilà. Et du coup, on a eu le truc contre une copie qu'on leur a envoyée. Comme quoi, si vous voulez, toutes ces recherches, les recherches du document d'archives, c'est assez amusant. C'est extraordinaire. Vous adorez ça quand même. J'adore, en même temps, c'est quand même... Oui, c'est un travail terrible. En particulier en Union soviétique, ça a été terrible. Oui. Parce que ça s'est passé à coup d'amitié, quand même, oui. Mais d'amitié suscitée par la vodka et par les quelques dollars que j'ai pu avancer comme ça. Bon. Et du coup, j'ai pu ouvrir des tas de labyrinthes extraordinairement émouvants. Si vous, j'ai su par Solzhenitsyn, ça n'a rien à voir avec la musique, mais encore que, il se trouve que... il était quand même lié à Rostropovitch. Il était lié à Rostropovitch, mais surtout, il a un fils qui est un extraordinaire pianiste et chef d'orchestre, Ignat Solzhenitsyn, qui est un très bon ami. Et Solzhenitsyn m'a raconté, je ne vous raconte pas dans quelles circonstances je l'ai rencontré, mais c'était une histoire très, très émouvante pour moi. Pour moi, c'est un des grands écrivains du siècle. Et il m'a dit que lorsqu'il a été mis dans l'avion pour c'est Zurich, je crois qu'il est arrivé à Zurich, oui. Donc exilé de force, il y a un fonctionnaire soviétique qui a couru un risque majeur et qui a mis dans son bagage quelques bouts d'archives qu'il a pensé devoir être essentiels pour son travail.
Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Oui, Et de la même manière, lorsque j'ai fait mes recherches en Union soviétique, j'ai trouvé des vieux types qui étaient assis sur des archives dont ils connaissaient tout, y compris les fausses étiquettes. Puisque quand un artiste émigrait, il n'existait plus. Il n'avait d'ailleurs jamais existé. Et donc ces vieux archivistes savaient qu'un jour, peut-être que l'Union soviétique disparaîtrait et que ça redeviendrait la Russie. Hélas, pas dans le sens où elle est devenue. Mais, et qui ont eu une telle conscience qu'ils étaient capables de risquer leur liberté pour faire ce genre d'acte de résistance. C'est vrai. Et anonyme, c'est des gens de rien du tout. Et grâce à eux, j'ai pu retrouver des choses absolument extraordinaires. Bruno Mont-Saint-Jean, alors j'espère que je ne vais pas vous fâcher en parlant de Yehudi Menuhin. Je ne parle pas de l'immense, ce génie du violon, mais parfois son humanisme, est-ce qu'il ne l'a pas égaré? Je pense par exemple à son soutien à des gens comme Roger Garaudy ou des gens vers lesquels par amitié il s'est risqué des soutiens pour le moins indisposants. Donc effectivement, il y a eu, au nom d'un certain humanisme, des choses qui ont pu gêner chez Yehudi Menuhin. Est-ce que vous avez été gêné parfois par certaines prises de position? Moi, jamais. Enfin, il y avait une chose qui n'aurait jamais supporté, c'était le négationnisme, parce que ça, on en a parlé. Et il avait entendu parler d'un type qui s'appelait Faurisson. Faurisson, oui. Faurisson, voilà. Et Yehudi était outré par ce genre de choses. Donc, qu'il ait pu se laisser emmener parfois par je sais pas, mais je voudrais bien. Mais en tout cas, moi, il se trouve que j'ai connu une femme, une bénédictine, cloîtrée. Même si ça prend plusieurs minutes à raconter. Oui, allez-y, Bruno. Puis après, on fera un troisième entretien. Cette femme m'a contacté. Et puis, je l'ai vue une fois à l'hôtel, elle est venue voir Yehudi. Je l'ai à peine entrevue parce qu'après, elle est montée. Je quittais Yehudi, elle est rentrée. Et elle m'a contacté ça. Elle m'a envoyé une lettre péremptoire, me disant que il fallait absolument qu'on se rencontre, il fallait absolument que je vienne la voir dans son couvent entre Paris et Reims, comment ça s'appelait, une magnifique abbaye. Et j'ai jamais eu le temps je lui ai répondu, et à ce moment-là, ça a démarré tout un circuit. Toujours est-il que, et puis elle me disait toujours, il y a pour moi deux hommes dans mon existence qui sont à niveau égal. Il y a Jésus-Christ et Yehudi Menuhin. Oui. Toujours est-il que l'histoire qu'elle m'a racontée lorsque j'étais la voir quelques mois plus tard, après ses premières lettres, je suis arrivé, je me suis annoncé à l'entrée, on m'a dit d'aller au parloir, je pense Saint-Antoine, et j'ai vu cette femme, elle a ouvert la grille, et j'ai vu cette femme resplendissante de grandeur. Elle me dit, comment se fait-il que vous veniez aujourd'hui? Je dis, écoutez, c'est mon seul jour de libre, c'était un dimanche. Elle m'a dit, c'est mon 90e anniversaire. C'est drôle, bon. Et elle me raconte donc l'histoire. Et là, elle m'a dit, j'ai eu 3 fois le cœur transpercé. La première fois, c'était en 1927, me dit-elle, lorsque j'étais une jeune fille de 18 ou 19 ans. A été annoncé un concert du tout jeune Yehudi Menuhin. C'était ses débuts à Paris, au mois de février 1927. 2 concerts, concerto de Tchaïkovski, symphonie espagnole, dirigé par Paul Paray. Elle me dit, j'ai le cœur transpercé. Je lui ai envoyé une lettre à laquelle il m'a répondu. Bon. Et puis, il y a eu... Je suis rentré au couvent quelques années plus tard, et encore avant la guerre, juste avant le début de la guerre, il y a des amis qui m'ont apporté au couvent un disque de Yehudi Menuhin, 2e fois transpercé. Puis la guerre, on a été dispersés à travers les nazis, nous ont foutus à travers, je sais pas, oui, en fait, ils ont été expulsés de leur couvent. Et puis après, voilà, elle a continué à vivre de ce rêve. Jusqu'en 1970, me dit-elle, où elle a été envoyée par son couvent à faire des recherches bibliothèque à Paris pour quelques jours. Et elle habitait chez une cousine qui lui a dit, ce soir, il y a un concert de Menuhin, est-ce que tu veux venir? Elle y a été, et c'était la 3e fois. Là-dessus a démarré une correspondance, mais très substantielle, avec lui. Et la 2e fois où j'étais là-bas, parce qu'elle comptait détruire cette correspondance en me disant, ça concerne lui et moi, mais pas mon couvent. Et elle
elle m'a offert la totalité de sa chronologie. Je me suis appuyé que ça, il y avait 96 lettres ou 92 lettres de Yehudi. Et pas les lettres d'elle à lui, mais les lettres qu'elle recevait. C'était extraordinaire. Il lui dit, il est 3 heures du matin, je dois prendre un avion tout à l'heure pour New York, et je pense à vous parce que je crois que c'est le moment des matines dans votre couvent, donc je suis en connexion de pensée avec vous. Et puis d'autres moments, il lui dit, vous savez, c'est la connaissance que j'ai de vous, et j'en suis très très reconnaissant parce que vous n'avez jamais cherché à m'orienter ou à faire du prosélytisme vers quelque chose que je reconnais comme étant une grande religion, mais qui n'est pas la mienne. Pour moi d'en changer. Donc c'est quelque chose de formidable. Et puis alors, dans les dernières lettres, c'était du genre est-ce que vous croyez qu'on peut tout avoir sans rien posséder? Mais je crois que oui. Ce sont des lettres absolument extraordinaires, dans un français magnifique, des lettres parfois qui 16 pages ou 17 pages. Ah oui. C'est quelque chose d'important. J'ai tout ça. Pour aller publier et la dernière fois que j'ai été la voir, il était venu quelque temps auparavant avec son violon. Et il leur a donné, entre 2 concerts à Paris, il est venu leur jouer quelques morceaux. Et quand il est parti, il a dit « J'ai enfin fait mes débuts à Jouarre, le monastère de Jouarre. » Voilà. Donc c'est une vraie grande amitié qu'il avait. Et je crois qu'il était fasciné. Même, je pense qu'il aurait pu avoir des contacts, il a dû en avoir avec des grands bouddhistes. Je suis sûr qu'il a eu ce genre de contact. Avec cette volonté qui, à mon avis, quand même fait partie aussi de l'universalité du judaïsme. Il me semble que c'est quelque chose qui est très fort. Je veux dire, cette manière d'illuminer à partir d'une religion particulière l'ensemble du monde. Moi, il me semble que ça fait partie des grandes choses du judaïsme. En tout cas, c'est des choses qui font partie de son caractère tellement ouvert, disons. On aura compris l'importance de cet immense violoniste pour vous, Bruno Mont-Saint-Jean, et son rôle de presque déclencheur. Parce que moi, je vous ai connu à travers vos films consacrés à Glenn Gould, à tel point que par moments, c'est peut-être ces films qui sont extraordinaires, tous ces films autour de Bach, autour de Glenn Gould, qui sont fabuleux. Et est-ce qu'à un moment, ça a été pesant que votre nom soit tellement attaché au nom de Glenn Gould Lorsque j'ai eu parce que la notoriété énorme qui a été liée à ces films à une époque où la télévision ça passait même vous expliquez dans ce livre d'entretien que ça a même passé un soir en prime time parce qu'il y a eu un problème. J'étais tout à fait un débutant. Oui, mais c'est en même temps vous avez acquis du jour au lendemain. Gould a acquis une notoriété en France extraordinaire, Glenn Gould, et vous aussi, votre nom a été lié comme ça à Glenn Gould. Vous savez, j'ai été au bord d'un procès à un moment. Et on m'a dit que j'en faisais un fonds de commerce. Ah oui. Ça m'a profondément c'est vraiment blessé. Bien vous comprendre, oui. Ça m'a profondément blessé parce que, d'une part, parce que les premiers films que j'ai faits sur Gould, donc on les a terminés en 1974, ça a été pour moi, j'ai vécu 2 ou 3 années dans une dèche totale. Vraiment. On ne me rémunérait pas pour quoi que ce soit. Et ça n'avait aucune importance pour moi. J'aurais fait n'importe quoi pour faire ces films. On avait eu un tel attachement dès le début, bien avant que je le rencontre, disons, par les coups de téléphone et les lettres qu'on s'est échangées, qui ont précédé notre première rencontre. Et la première rencontre a été fulgurante. Ces 3 jours que j'ai passés avec lui, vous imaginez, devant ce personnage qui, au premier abord, semblait étrange, mais dès qu'on était dans ce monde avait une telle cohérence qu'il ne semblait plus du tout étrange. Et je me suis dit, c'est le modèle d'une existence.
On ne peut pas vivre une existence aussi pleine, aussi vraie, aussi totalement dénuée de compromis, d'aucune sorte que ce soit. Bon, moi je l'ai vu pendant qu'on se voyait tout le temps, parce que pour la deuxième série de films, j'allais tous les mois à Toronto, et il avait reçu une offre de $2 millions pour 2 récitals à Carnegie Hall, et il a répondu « Thank you, but no thank you ». Donc, il faut avoir du courage. Incorruptible. Oui. Incorruptible. Voilà. Et puis, devant... si vous voulez, la chose extraordinaire aussi, c'est que je ne me suis pas senti intimidé. Or, l'intelligence du personnage était telle que c'était... Et c'est pas seulement l'intelligence, c'est la densité de sa concentration. Oui, mais enfin, quand vous filmez un Richter, ou des gens, on n'a pas l'impression non plus que vous filmez des demi-selles, Bruno Mont-Saint-Jean. C'est des gens aussi, dès qu'ils apparaissent, il y a une densité. Non, mais attendez, le génie cérébral. Oui. Je veux dire, en dehors du piano, en dehors de la musique. Oui, mais un Richter, ce qui dégage dans vos films... Non, mais Richter, c'est tout à fait autre chose. Mais disons que l'intellect n'est pas à ce niveau de capacité d'abstraction, ni à ce niveau de culture philosophique, ni de culture théologique, ni de culture historique, etc. Glenn, c'était en un sens affolant. Parce que j'ai jamais entendu une phrase banale. Ce qui est lamentable, c'est que j'aurais dû enregistrer toute nos conversations téléphoniques. Vous savez comment ça se passait. Vous parliez des heures, et puis en fait ça coûtait très cher à l'époque. Ça coûtait très cher, mais j'appelais, et il répondait jamais directement. Oui. Et il rappelait quelques instants plus tard, j'avais laissé un message sur son répondeur, et j'aurais pu enregistrer, j'avais la bande magnétique que j'aurais pu faire tourner. Attendez, ne serait-ce que quand il m'a lu ce qui, à mon avis, est ce plus beau texte d'un point de vue littéraire qu'il ait jamais pondu, c'est le portrait de Stokowski, qui est une splendeur. Je veux dire, c'est digne des grands écrivains, tout simplement. Et il me l'a lu sur une série de 3 nuits successives, au téléphone. Et puis, ces discussions éperdues, toujours la nuit, c'est lamentable de ne pas avoir enregistré ça. Ouais, enfin, vous avez non, mais c'est lamentable parce que tellement fait de choses. Mais en même temps, je pense que j'aurais eu le sentiment d'un viol, et de l'enregistrer à son insu. Mais de la même manière, il est arrivé une chose qui est lamentable, c'est que pendant le tournage des Variations Goldberg, enfin j'ai raconté ça déjà, mais je restais toujours avec Glenn pendant le repos, la pause repas, où toute mon équipe allait prendre une pizza en extérieur. Mais un jour, je me suis senti obligé d'aller avec eux. Glenn restait sur un fauteuil, il était là, on le retrouvait dans la même position, en méditation. Et un soir, donc, le stagehand, c'est-à-dire le manutentionnaire, ils étaient tous stupéfaits de voir ce type-là. Et le manutentionnaire me demande, est-ce que vous croyez qu'il connaît un truc? Et puis il s'est mis à me chanter ta 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 ta. Je dis oui, la polonaise en la majeure de Chopin. Il me dit, vous croyez qu'il connaît ça? Je dis, écoutez, demandez-lui. Bon. On rentre du repas, je règle le plan suivant, je monte en régie, et je vois le manutentionnaire s'approcher, un gros père, qui s'approche de Glenn et qui lui chante les ta 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 ta. Et Glenn s'est lancé dans une improvisation qui a duré 20 minutes. Oui. 20 minutes. Et c'est devenu le crépuscule des dieux, c'est devenu une chose d'une ampleur absolument gigantesque. Et quand on a terminé, Glenn a hurlé de rire et il a dit « Bruno, I hope you recorded that ». Et vous n'aviez pas fait. Et je n'ai pas mis les caméras en mouvement parce que j'avais l'impression d'assister à quelque chose qu'il n'aurait pas voulu que je fasse. Bon. Donc voilà, c'est un peu idiot tout ça parce que mais il y a tellement de choses, témoignages. Non, il y a aussi tellement de choses qu'on a dû rejeter et que j'ai recherché au moment où j'ai fait le film qui s'appelle Glenn Gould au-delà du temps. Entre autres, on avait dans le premier épisode qui s'appelait donc la question d'instrument. Il m'interrogeait à un moment. Il était au piano, il m'interrogeait, il me dit « Est-ce que je pourrais avoir ton tempo pour le premier concerto de Brandebourgeois de Bach ?» Alors je lui ai démonté mon tan, non, ça c'est le deuxième, pardon. Enfin, peu importe. Ti-tam, pa-pa-pam, pa-pa-pa. Il me dit « Ok », il me le joue. Puis après il me dit « Et le tempo pour le troisième ?» Ta-ta-ta, ti-ta-ti.
et le quatrième, et le cinquième, voilà. Il me dit, les allégros de Bach, tu peux les jouer tous au même tempo. Ça fonctionne. Et il me les a joués les uns derrière les autres. Bon. Pour des raisons d'horaire, on ne pouvait pas, le format ne pouvait pas dépasser 58 minutes. Donc on a éliminé cette séquence. Bon. Ces salopards de la CBC l'ont détruit puisqu'on ne l'avait pas utilisé. Et à l'époque, on a tourné ça en 79. J'avais pas le droit. Pour les Goldberg en 81, j'emportais les cassettes au moins. Et alors que toutes les rushs sont restées à New York. Et elles sont en train de pourrir à New York. Alors que je peux vous dire qu'il y a quelque chose à en tirer. Bon. Et là, la CBC effaçait tout ce qui n'était pas... C'est des rushs. Donc voilà, ça a disparu. Bruno Mont-Saint-Jean, on va se retrouver pour un troisième entretien pour parler d'autres sujets, des questions que j'aimerais vous poser sur d'autres interprètes. Et j'aurai donc l'immense plaisir de vous interroger à ce sujet. Pour illustrer cet entretien avec les réalisateurs Bruno Mont-Saint-Jean, je vous propose d'écouter des études de tableau de Serge Rachmaninov, interprété par le pianiste Sviatoslav Richter. Je vous en souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.